Nous sommes encore français, s'il vous plaît, avec les droits et les devoirs que nous oublions. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, n'oubliez pas que la République centrafricaine a été le fruit de l'imagination, la création de la France. Si vous voyez l'histoire de la République centrafricaine depuis l'Antiquité, et surtout à partir du XVIe siècle, XVIIIe siècle, les mouvements migratoires, tels que vous l'avez dit, la porosité des frontières, c'est tout à fait normal. La partie nord du Tchad appartenait à la RCA et la partie sud de la RCA appartenait au Moyen-Congo. La Loba est venue en 1939 et la Haute-Sangha en 1937 pour former la RCA, alors que par les accords avec Léopoldville, la partie nord de la RCA partait vers le Tchad pour former le Tchad, et c'est à partir de là que la République centrafricaine est ce qu'elle est, avec tout ce que ça comporte. Et n'oubliez pas que toutes les populations centrafricaines, l'histoire nous informe qu'il y avait des grands empires, Gaouga, Daloa et Anzika. Tout cela était vers le nord. Gaouga entre le Tchad et le Soudan. Aloua, presque là où se trouve le Khartoum. Et Anzika vers le sud, le bassin du Congo et le bassin de l'Ubangi. Donc c'est tous ces royaumes-là qui nous pompaient des peuplades, des populations. Ce qui fait qu'on ne peut pas dire que la République centrafricaine est composée vraiment des gens issus uniquement du terroir centrafricain. De sorte que la porosité des frontières est normale. Et hier, on a mis en exergue l'incapacité, l'incompétence des hommes politiques. Oui, c'est vrai, tout part de là. Nous n'avions pas d'armée pour protéger les frontières, c'est normal. Et puis l'histoire prouve que les événements viennent toujours du Nord. Je le dis en tant qu'homme politique, pour avoir existé depuis Boganda jusqu'ici, il y a des hommes politiques parmi nous, d'où Hassan et le ministre Ahmed Douban. Mais je suis le plus vieux d'eux, puisque j'existe depuis Boganda jusqu'à maintenant. J'ai vu venir tout le monde, j'ai vu venir partir beaucoup de gens. Et je suis à la base de beaucoup de choses. Et j'ai suivi toutes les démarches menées pour la consolidation de l'identité centrafricaine. Et ce que vous dites est vrai, parce qu'à un moment donné, la République centrafricaine n'avait pas la maîtrise. Et hier, il a été dénoncé que la puissance d'un État vient non seulement de la qualité militaire, la gestion de la défense et de l'armée, mais aussi de la monnaie. C'est ce qui a été souligné hier. Et nous n'avons pas d'armée. Qu'est-ce que vous voulez que nous puissions protéger nos frontières? Nous n'avons pas la monnaie. Donc la puissance économique, qu'est-ce que vous voulez que nous ayons de la puissance pour nous imposer? Et puis, on a parlé de la monnaie. Mais retenez bien, quelqu'un hier a dit, une personnalité, je crois, c'est le ministre Douban a dit, mais la gestion de la communauté internationale, dans le cadre de la mondialisation qui existe depuis longtemps, ce n'est pas un courant moderne, mais c'est comme la bouche. La bouche comporte les dents et la langue. Les dents sont trop dures. Lorsque les dents veulent broyer les os, bien elles se cassent. Parce qu'elles veulent plutôt forcer. Mais la langue est tellement douce et affectueuse qu'en voulant cajoler les dents, elle se fait blesser. Elle se fait parfois broyer. Mais en attendant, les deux existent pour former la bouche. C'est comme ça le monde. Donc il nous appartient, nous les hommes politiques, depuis longtemps, de savoir ce que nous voulons. C'est donnant de proposer à la France ce que nous voulons. La France apporte la technologie et nous la matière première. À nous de voir l'intérêt profond de la République centrafricaine. C'est ça le vrai problème, la capacité d'imagination et d'action des hommes politiques. Mais il ne faut pas accuser seulement la France. C'est d'abord nous-mêmes. D'abord nous-mêmes, centrafricains, ce que nous ne savons pas. Est-ce que nous savons qui nous sommes, que nous savons ce que nous voulons? Est-ce que nous savons notre trajectoire et comment formuler et reformuler toujours notre identité? Il ne faut pas toujours accuser les autres. Il faut d'abord commencer par dire « et moi ?» Où est ma responsabilité dans tout cela? Dans la vision de ce que je suis et la vision du peuple et la vision du monde dans un cadre communautaire qui est le monde. Merci. Bravo. Une question, monsieur l'ambassadeur. Alors, quelle est la solution succinctement, en résumé, pour pouvoir nous lancer dans des pistes? Quelle est votre solution? Merci. La solution est toujours ce que j'ai proposé, c'est que le ministre prendrait la parole, c'est que
nous puissions d'abord, nous-mêmes centrafricains, nous regarder dans les yeux et chercher à savoir, d'abord, nous identifier qui sommes-nous. D'abord, qu'est-ce que nous voulons en tant que peuple et qu'est-ce que nous voulons aussi en tant qu'élément de la communauté internationale. Donc, proposer ce qui émane de nous dans un cadre de large concertation avec la communauté internationale et pratiquer la politique de donnant-donnant. C'est une question de jeu, comme ça a toujours été, depuis que le monde est le monde. Donc, il faut que nous nous ressaisissions pour savoir qui nous sommes, ce que nous voulons, bâtir, donc, identifier les objectifs de notre action et bâtir, construire les stratégies correspondantes. Mais cela demande du calme, que nous puissions nous entendre, que nous puissions considérer l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui peut être accessoire demain, et ce qui est accessoire aujourd'hui peut être essentiel demain. Donc, c'est à nous d'abord de réfléchir, de savoir qui nous sommes, qu'est-ce que nous voulons, comment nous devons atteindre nos objectifs. Je crois que c'est cela, par la concertation, le dialogue, la réflexion continue. Merci beaucoup. Nous reprendrons le débat dans un petit moment. J'aimerais qu'on passe à la deuxième étape donc, de cette conférence en donnant la parole au docteur Lamessi qui va intervenir donc sur cette thématique. Et ensuite, nous reprendrons les échanges juste après pour qu'on puisse justement agrémenter un petit peu les différentes réflexions. Juste une question de procédure. J'insiste, c'est un dessin que j'insiste. Je crois que toute la journée se fera de manière dynamique. Et à mon sens, l'après-midi, c'est là où le débat va vraiment être beaucoup plus porté sur les solutions et les pistes de sortie de crise. Vous ne pouvez pas vider la conférence dès son entrée en posant des questions par rapport à des solutions ou des pistes qui nous amèneraient à sortir de la crise. C'est pour cette raison que j'aimerais que tous ceux qui sont dans le management de cette conférence-là nous amènent vers ce processus et qu'on aboutisse véritablement à des pistes de solutions in fine. Mais si vous le commencez dès maintenant, j'ai bien peur qu'ici, on perde notre temps. Et on n'est pas à perdre. Je vous remercie. On voit qu'il y a beaucoup d'empressement, effectivement, à évoquer ces fameuses solutions et que nous allons, effectivement, garder pour cet après-midi ce qui aura été éveillé simplement ce matin afin de passer en revue les différentes thématiques. On va reprendre peut-être, passer à l'intervention du docteur Lamessi. Et ensuite, nous rouvrirons effectivement ce débat très passionnant, passionné. Bonjour à tout le monde. Je voudrais d'abord, d'entrée de jeu, exprimer vraiment toute ma gratitude à toi, Ivo, à toute ton équipe, pour l'aimable invitation que vous m'avez faite. Et je suis très, très, très heureux de participer à ce débat. Surtout, c'est un espace démocratique, un espace de liberté, mais aussi un espace de pondération. Je pense qu'il y a trop de passion. Et je vais dépassionner le débat. Je voudrais tout simplement vous amener à réfléchir, peut-être même sortir des sentiers battus, aborder des thématiques sous un angle que peut-être nous n'avons pas encore abordé. Mais l'essentiel pour moi, c'est que les uns et les autres puissions débattre, même de façon passionnée, mais aussi de façon raisonnable. Je formule l'hypothèse de départ en disant que la République centrafricaine, c'est comme un enfant qui est né prématuré. Non seulement il est né avant son terme, mais il est né avec beaucoup de handicaps. Et malheureusement, ce sont ces handicaps-là qui nous suivent sous forme de crise à répétition, à perte d'échelle. Et nous voyons que le débat, c'était, j'ai vu un débat qui s'est développé au pays, en disant que chaque 10 ans, il y a des crises. Chaque 10 ans, il y a des crises. Et pour cela, il fallait amender la Constitution pour que le mandat présidentiel ne dépasse pas 2 mandats, c'est-à-dire 2 mandats de 5 ans. Mais seulement, poser le problème en ces termes, c'est aussi fausser le débat.
C'est-à-dire qu'on ne sait pas pourquoi de ces crises tous les 10 ans. C'est-à-dire qu'on voit les effets, mais on ne voit pas les causes. Et les causes, ce sont ce handicap dont j'ai parlé tout à l'heure. Peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir dans le débat. Mais quand on parle de Batimi Buganda, je crois que vous êtes sympathiques comme moi et les amis de Centrafrique, pour beaucoup de gens, Buganda reste un mythe. Monsieur l'ambassadeur en a parlé hier. C'est plutôt une réalité. Buganda, je suis de cette génération, peut-être qu'il n'a pas vu. Pour nous, Buganda, c'était beaucoup plus quelqu'un qui disparaissait, qui apparaissait. On le présentait comme ça, qu'il est magicien, qu'il pouvait se transformer en stylo et se mettre dans la poche du général de Gaulle. Il pouvait marcher sur l'eau. On a même dit que son père, Soalaké, était un grand sorcier. Et donc, dans notre imaginaire, c'est un peu cette image-là qui finalement s'est imposée. C'est irrationnel, c'est même, j'allais dire, idiot, mais pourtant c'est cette réalité-là qui s'impose. Mais pourquoi ça en est ainsi? C'est parce que tout simplement, le peuple a besoin d'un mythe pour fonctionner. Ça, c'est au moins psychologique. Le peuple a besoin de mythes pour fonctionner, le peuple a besoin de légendes, le peuple a besoin d'un héros, même imaginaire, pour fonctionner. Et Buganda était un héros pour nous. Il était celui qui a fondé la République centrafricaine. On aura l'occasion d'y revenir. Et donc, cette conférence, pour nous, est l'occasion, ensemble, de nous contredire, de débattre, mais finalement, de faire des propositions. Et Buganda est mort trop tôt, en vérité. Il est mort en 1959, c'est-à-dire qu'au moment où il avait accédé, juste 4 mois, je pense, si mes souvenirs sont... Voilà. Et automatiquement, il est mort. Il est mort en laissant en chantier beaucoup de choses. C'est exactement comme quelqu'un qui veut aller en ville, il fait le premier pas, il tombe, il meurt. Buganda, c'est exactement ça. Il veut aller loin, mais le premier pas, il n'a même pas franchi le premier pas. Parce que la République centrafricaine, en vérité, c'était pas notre pays. La République centrafricaine, c'était l'Afrique centrale. Mais comme il a échoué dans cette vision, non pas qu'il n'a pas pu faire la promotion de son idée, mais c'est parce qu'il y a eu tellement de résistance, en désespoir de cause, il a ramené le débat en nommant notre pays la République centrafricaine. Même en désespoir de cause, il avait un allié qui s'appelle au Congo, ouais, qui a tout fait pour que si tous les autres pays refusaient, que le Congo et la République centrafricaine deviennent un seul pays. Et pour 2 raisons simples. Même des raisons simples, parce que Opango et Mboshi, Mboshi c'est le nord du Congo, et Buganda et Mbaka, Mbaka c'est le sud de Centrafrique, qui était le moyen Congo. Donc c'est une alliance naturelle. Mais Opango a été battu à un moment donné, et du coup, Joulou est venu, Joulou a dit, mais c'est pas possible. Donc vous voyez que l'histoire de notre pays est quand même une histoire fondée d'abord sur un drame. Un drame qui ne nous a plus jamais quittés jusqu'au jour. Un drame dû à la mort prématurée de Buganda. Et alors, lorsque Buganda est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Je voudrais quand même vous rappeler quelques éléments d'histoire. Buganda est mort, celui qui devait lui succéder, c'est Abel Goumba. Mais j'ai toujours dit que Dakou était l'homme le plus intelligent des hommes politiques. Rusé, il a réussi à se positionner comme parent direct de Buganda alors que ce n'est pas vrai. Il a réussi à
a demandé à Ngounio de faire de lui le candidat unique du Messal. Et puis finalement, il a pris le pouvoir tout simplement par ruse et par intelligence. Mais lui-même, il n'était pas préparé à cette mission. Parce qu'il voulait remplacer quelqu'un qui était extrêmement fort, extrêmement intelligent et qui était au-dessus de tous les hommes politiques de la région, de la sous-région. Boganda intellectuellement, Boganda par sa stature, par son éloquence, il était au-dessus du lot. Et il faisait peur non seulement en Afrique centrale, mais il faisait peur aussi bien en Afrique de l'Ouest, où Houphouët-Boigny le détestait à mort. Et d'ailleurs, même pour l'histoire, à sa mort, aucun autre chef d'État n'est venu pour les obsèques. Et donc, Dako a hérité d'une situation qui le dépassait. Et n'étant pas préparé à ça. Et puisque Goumba lui-même, étant celui qui s'est senti un peu roulé dans la farine, s'est rebellé, en fait. C'est le début du divorce définitif entre les deux hommes. Même si par la suite, on a vu Mme Samba Panza leur tenir les deux mains comme ça pour les réconcilier, mais c'est du pipeau. Mais la réalité, c'est que Dako, lorsqu'il a pris le pouvoir automatiquement, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est arrangé pour éliminer aussi ses adversaires politiques. Donc Goumba qui était arrêté avec les autres députés de son parti, etc. etc. Mais par la suite, on a vu que finalement, Dako aussi est parti trop tôt. Il a géré le pays que presque 4 ans, ou 5 ans. C'est de 60, en 59, on ne comptait pas ça. 60, et puis jusqu'à 65, 66, ça y est. Et Bokassa est venu aussi trop tôt. Le coup d'État est venu trop tôt. Vous voyez, c'est ce handicap qui nous poursuivent jusqu'à maintenant. Bokassa est venu dans les contextes que nous savons. Il a pu, avec de bonnes intentions, avec un discours révolutionnaire, il voulait que, etc., etc. Mais par la suite, on a vu que ce n'était pas possible. Alors, quels sont les handicaps qui nous poursuivent? D'ailleurs, on n'a même pas encore construit une nation en 1960. Boganda n'avait pas fini de construire cette nation. L'indépendance aussi est arrivée trop tôt. C'est pourquoi je dis que nous sommes un pays prématuré. C'est-à-dire que, vu ce qui se passait en Guinée et autres, en dépit, la France a voulu octroyer l'indépendance dans un élan de désespoir, j'allais dire. Il a donné l'indépendance alors que les nations n'étaient pas encore préparées, surtout la République centrafricaine. On n'avait même pas de cadre encore. Et ce qui fait que lorsqu'on a eu l'indépendance, il fallait bien assurer les préfectures et les sous-préfectures, l'administration. Qui mettre? Parce que les Français, on a trouvé l'astuce, mettre les Français secrétaire général de mairie, enfin de mairie, de préfecture et autres, mais ça n'a pas marché non plus. Parce qu'on faisait avec ce qu'on a. Et puis ensuite, on a vu que la République centrafricaine a continué à fonctionner. D'abord parce qu'on n'a pas pensé, premièrement, asseoir une nation, asseoir un État. On n'a pas pensé, premièrement, à asseoir un pays sur des bases démocratiques. Et puis, on est parti. Chaque chef d'État qui arrive se reconnaît en Boganda. Personne n'a contesté Boganda. Personne. Tout le monde le revendique même. Certains cherchent même à s'identifier à lui. Mais en vérité, personne ne défend ses idées. La vérité, personne ne croit même à ce qu'il dit. Parce qu'en fait, on vénère Boganda en parole, tout simplement. En parole, mais en vérité, en action, en rien. Quelqu'un a dit tout à l'heure que la commémoration de la mort de Boganda cette année était tout simplement institutionnelle. Et c'est la vérité. Le Boganda, ça reste quoi dans l'imaginaire de la population aujourd'hui? Rien. Quand vous parlez de Boganda, c'est un mythe. Son parti même qu'il a légué est resté une portion congrue aujourd'hui, réduit tout simplement à la dimension de la Lobaye.
divisé. Boganda, Messane Boganda, Messane originaire, etc., etc. Vous voyez? Donc, quels sont l'héritage, quels sont les éléments fondamentaux de l'héritage qu'il nous a donné, nous a légué? Bon, évidemment, il y a la République centrafricaine, qui est le nom de notre pays. Donc, il y a le nom de la République centrafricaine. J'allais dire que ce nom est un appui qui est trop grand, ça nous dépasse. Ça veut dire qu'il faudrait revenir à quelque chose qui convienne à notre taille. Et deuxièmement, il y a la devise que nous avons rappelée hier lorsque nous nous sommes retrouvés dans la salle l'unité, et c'était dans un contexte qui était assez, un contexte de division. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous revenions de ce moment où il fallait rassembler les différentes ethnies. Il fallait surtout pour Boganda, rassembler les différents pays autour. Il fallait donc arriver à cette unité. Alors, il y a une phrase qu'il a dite que je ne m'empêche pas de vous le rappeler. Si la division, le tribalisme et l'égoïsme ont fait notre faiblesse dans le passé, la division, le tribalisme et l'égoïsme feront notre malheur dans l'avenir. Vous voyez que c'est une parole prophétique. C'est une parole qu'il a dite en 1959, mais qui prend aujourd'hui toute son importance, qui prend aujourd'hui sa valeur. Nous arrivons, au lieu de l'unité, nous sommes dans une situation où le tribalisme est exacerbé. Vous savez, il n'y a pas... Quand j'étais en France, quand nous étions étudiants, il suffisait, quand vous marchez dans la rue, il suffisait d'entendre quelqu'un parler sango, ça vous fait un frisson, vous courez automatiquement vers lui comme l'insecte qui court après la lumière. Mais aujourd'hui, quand j'entends quelqu'un parler sango, j'hésite un peu. Et puis ensuite, vous allez le voir et vous dites, vous êtes d'où? Vous êtes déjà centrafricain. C'est une question tendancieuse. Mais ensuite, ça vous gêne d'ailleurs, de toutes les façons, ça vous gêne forcément. Et selon votre réponse, il peut continuer la discussion ou bien achever la discussion. Mais cela est la conséquence logique de notre manière de penser la démocratie. Et après, on a parlé de la dignité aussi comme élément important de notre devise. La dignité vient du fait que même déjà à cette époque coloniale, le noir était brimé, les centrafricains étaient tapés, étaient battus, étaient fouettés pour aller au travail. Et c'était des sous-hommes. Et c'est pourquoi il pensait, et il a raison, penser ainsi, que l'être humain le centrafricain doit retrouver toute la dignité humaine. Doit être un homme digne. Et la question est de savoir est-ce que nous sommes dignes. Parce que l'autre jour, je regardais un reportage à la télé et à côté de ma femme, ma femme dit que je ne veux pas voir celle aussi de ma mère. Nous sommes dignes. J'étais à une conseil d'administration. Le directeur général qui était à côté de moi me dit j'ai vu hier votre pays à la télé. C'est tout fait pour pousser le débat ailleurs sur la question du droit de l'homme, de liberté, etc. Parce que simplement l'image qui était n'était pas non plus l'image dont on peut être fier, dont on peut être digne. Et voilà, nous sommes arrivés dans cette situation où forcément il nous faut réagir. Et le travail, c'était nécessaire parce qu'il fallait bâtir une nation. Il fallait donner la base du progrès parce que lui, son objectif, c'est de libérer l'Africain de la servitude. Telle est la raison d'être, comme il a dit. Et le travail est la base, le socle même du développement.
aujourd'hui, parce que nous avons du travail dans notre vie. Et moi, je suis de ceux qui pensent que cette crise est une opportunité. C'est une opportunité et Dieu a voulu ainsi, moi je crois. Je crois que rien n'arrive au hasard, même si Satan est là, mais si Dieu le permet, c'est pour que nous puissions rebondir, aller plus loin. Et trouver en nous-mêmes les ressources nécessaires. Nous avons ces ressources, nous avons ces capacités, nous avons cette intelligence. Et je pense que si, bien entendu, tu ne jettes pas la pierre, les hommes politiques ont fauté ou bien ont failli, c'est parce que peut-être qu'ils n'ont pas la pleine conscience du rôle qui était le leur. Parce que tout simplement, on ne pense pas avant d'agir. Je connais au moins 2 ou 3 hommes d'État qui sont arrivés au pouvoir par exemple. C'est le cas du président Kondba, qui n'était jamais préparé à être chef d'État. Le pouvoir était à terre, il s'est penché, il a pris le pouvoir, tout simplement. La cour lui a dit, bon, viens prendre ça. Il a ramassé. Donc maintenant qu'il a ramassé, il faut bien qu'il en fasse quelque chose. Mais il n'était pas préparé à ça. Et forcément, c'est des années perdues. Jusqu'à ce qu'il trouve ses marques, jusqu'à ce qu'il trouve le positionnement réel, jusqu'à ce qu'il trouve l'idée convenable, etc. Mais vous allez me dire que les hommes comme Tabassé s'étaient préparés de longue date à ça aussi. Pourquoi il n'a pas fait mieux? Ça, c'est un autre débat. Je pense que c'est le début de nous. Mais je pense que la réalité, c'est que Bokanda nous a légué quelque chose de merveilleux, à savoir les principes, les valeurs et sa vision. Maintenant, il faudrait, vous allez dire, aller un peu plus loin. Vous avez dit tout à l'heure que la République centrafricaine est un nom qui est trop lourd à porter. Ça ne nous suffit pas. Vous voyez que même on ne peut pas même en faire un bon usage. Et je réfléchissais en me disant, mais est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin? On ne peut pas, puisque la République centrafricaine est un symbole d'échec. Est-ce qu'on ne peut pas repenser les choses autrement? Pourquoi vouloir coûte que coûte garder ce nom qui nous rappelle l'échec même? C'est un débat. C'est un débat, peut-être qu'on ne va pas surmonter ce débat aujourd'hui. C'est un débat qui mérite d'être approfondi. Et l'unité me semble être l'élément essentiel, absolument essentiel. Je crois que jusqu'à maintenant, je connais Mamba Chaka depuis au moins plus d'une vingtaine d'années. Je n'ai jamais connu son époux, mais ça ne m'intéresse pas. Et pourtant, on se voit tous les jours, on se salue tous les jours, on s'appelle tous les jours, nous sommes des amis, mais ça ne m'intéresse pas. L'objectif, je crois qu'on se voit sur des bases réelles, nettes, claires. Bâtir un pays, bâtir une nation, nous sommes engagés, nous avons milité dans beaucoup de choses, mais malheureusement, aujourd'hui, nous sommes encore au niveau du journalisme. Si ce n'est pas celui de mon équipe, ça ne compte pas. Nous sommes encore au niveau de nous entretuer, de nous découper avec des machettes. C'est pire une chose qu'un centrafricain mangeait un autre centrafricain. Ça dépasse la logique. Bon, je pense que tout le reste, on va continuer le débat. Je m'arrête là. Je vous remercie. Merci beaucoup pour la récit. On va profiter que le micro marche bien, on va enchaîner. On rouvrira le débat juste après une seconde intervention. J'aimerais qu'on entende Charles Armel Duban pour justement aborder les fondamentaux de l'héritage politique de Barthélemy Boganda. Et ensuite, nous serons terminés cette matinée par un nouvel échange qui permettra de clôturer ces premières interventions. Donc, je vais essayer de prendre place comme ça pour directement répondre.
Je suis enseignant, j'ai l'habitude de parler sans blague. Je voudrais remercier d'abord les organisateurs de notre rencontre du jour, qui, à mon sens, est une sorte de rencontre de la République centrafricaine qui va vers la République centrafricaine, avec l'appui, effectivement, de ceux qui nous accompagnent. Je salue cette initiative simplement parce que depuis un certain nombre de temps, plusieurs forats ont été organisés par des non-centrafricains pour les faire asseoir autour d'une table et discuter de cette crise. Mais cette fois-ci, cette initiative, d'abord centrafricaine, c'est le lieu de féliciter la fondation Kamash et le think tank FINICC pour cette initiative. On me demande de parler ce matin de Barthélemy Boganda. En réalité, j'ai toujours du mal à parler de lui puisque, comme bon nombre d'entre vous, je ne le connais pas et je l'ai découvert à travers les rudiments des cours d'instruction civique et progressivement, lors de mon parcours, j'ai pu approfondir mes recherches parce que je voulais forcément savoir qui était cet homme, qu'avait-il de spécifique ou de spécial dans un contexte effectivement où il était une sorte de borgne au pays des aveugles, mais ce borgne qui devait aiguiller toute une nation à travers une construction. Donc, au regard de tout cela, je pense qu'aujourd'hui, la République centrafricaine, celle de 2014, celle qui est sous le feu des projecteurs, des télés, des radios du monde entier, est un pays, oui, parce que vous en incarnez un des éléments de cela, puisque le peuple est là, les hommes sont là, la terre centrafricaine existe. J'écoutais tout à l'heure quelqu'un dire que notre pays est immensement riche. Je me méfie souvent de cette pensée qui tend à faire croire que la République centrafricaine est immensément riche et qu'après, quand on voit au résultat, c'est exactement l'image de celui qui est au bord de la route, un mendiant, assis certainement sur un sac d'or, mais qui mendie. Ou encore, deuxième image, un véhicule, comme nous avons l'habitude de voir dans nos pays, qui roule et qui s'emboucle dans un village. Et ce village, comme dans notre village centrafricain, tout le monde, le matin, est à côté du feu, et ce véhicule, avec son chauffeur, est plein de passagers qui y sont et qui disent donc de leur véhicule, venez nous pousser pour qu'on quitte effectivement cette gadoue. Et pourtant, il suffisait à eux d'abord de descendre pour commencer à pousser leur véhicule et ça va susciter ne serait-ce que l'adhésion, le sentiment ou encore une certaine apathie pour que les uns poussent à avancer. Donc, voilà deux images qui reflètent véritablement le malheureux pays et le pauvre peuple centrafricain de 2014. Un État failli. Et pourquoi État failli? Parce qu'il y a aujourd'hui cette liquéfaction de l'État engendrée par ce chaos sans commune mesure, la première fois de l'histoire. Et au regard de ce triste constat, nombre d'observateurs, les Centrafricains en premier s'interrogent, recherchent les meilleures solutions, les pistes, mais n'en trouvent pas. Mais comme ça se fait partout ailleurs, est venu le temps d'aller puiser dans nos sources,
chercher dans les profondeurs de notre histoire, de notre passé en partage, pour pouvoir scruter notre avenir, le bâtir autrement, et d'où effectivement cette initiative du jour, autour de celui qui représente le symbole par excellence de la gouvernance, du leadership, et le concepteur de l'État centrafricain, mais vu de lui de manière holistique, intégrant les anciens États de l'Afrique latine, parce que c'est la première initiative, qui devait intégrer la RDC actuelle, donc le Congo belge, jusqu'à l'Angola. Et finalement, on va se retrouver avec la deuxième tentative autour de l'AEF, effectivement, histoire qui a été peinte avec brio par le professeur Lamessi, je ne reviens pas dessus. Et donc, voilà un peu cette démarche. Et pour moi, j'aborderai cette thématique en parlant d'abord de cette pensée de Barthélemy Boganda, des valeurs d'unité, de dignité, un certain nombre de valeurs qu'elle contient ou qu'elle incarne. Et dans un deuxième temps, nous tenterons ensemble de voir si ces valeurs peuvent-elles être adaptées au contexte du moment. Donc, de la pensée de Barthélemy Boganda. Comme je l'ai dit et sous une tribune ailleurs, Barthélemy Boganda avait rêvé et fini par créer un État uni, digne par le travail de sa population, autour des valeurs d'unité, de dignité et de travail. Donc, je ne reviendrai pas dessus puisque Alain l'a si bien développé. Et aujourd'hui, chacun peut se faire une idée précise de ce que sont devenus ces trois éléments fondateurs de la devise centrafricaine. Ensuite, Boganda voulait affranchir du joug de la servitude loubangien, donc son proche compatriote, l'AFien, parce qu'il avait intégré non seulement la République centrafricaine, mais au niveau structurant infime, mais grand. D'ailleurs, son dernier poste, savait très bien que Boganda a beaucoup plus travaillé à l'extérieur qu'à Bangui, qu'en République centrafricaine, que ce soit au Palais Bourbon ou encore à Brazzaville comme président du Grand Conseil. Et donc, chaque fois qu'il était aux affaires, il était à l'extérieur. Et on parlait tout à l'heure de Houphouët-Boigny, mais la difficulté a naquit du fait que lors des élections pour le choix du président du Conseil de l'Afrique centrale, Houphouët-Boigny, qui était de l'Afrique de l'Ouest, était candidat. Et Boganda l'a brillamment battu. Il faut le rappeler. D'où effectivement cette difficulté des leaders d'attente. Et donc Boganda, il ne voulait pas s'arrêter à l'Oubangien, à l'Aïfien, mais à l'Africain ou à l'homme noir tout court. Donc l'idée, effectivement, qui a été développée par les panafricanistes ou les grands jeunes du bois, et donc tout ce que vous pouvez connaître par rapport à cette situation. Donc, mais Boganda n'a pas tiré ses valeurs comme ça. Il fallait qu'il s'adosse à quelque chose. Et ces valeurs, en fait, n'ont rien d'autre que les fondements humanistes du milieu duquel il était issu. Catholique, prêtre, mu par les valeurs de Teilhard de Chardin, de Paul Claudel ou encore de Charles Péguy. Donc, il était effectivement de ceux qui mettaient en exergue la question de la dignité humaine, le Zokwezo, mais qui en fait s'inscrivait dans la droite ligne du principe des grands penseurs des siècles de lumière, des principes fondamentaux qui ont caractérisé la France, et surtout, vous le comprendrez, après, vous savez que le Messane, duquel effectivement étaient contenues ces valeurs, était créé à 49. Donc,
une année après la Déclaration universelle des droits de l'homme, le 10 décembre 1948 à Paris. Donc, vous voyez la logique, mais la cohérence qui part effectivement des Lumières, de la Déclaration, donc les 219, 1789, et la D48. Et donc, Bourgain ne peut pas faire autre chose que cela. Deuxièmement, il avait également tiré cela du fondement historique en fait de sa conception, qui n'est rien d'autre que les béatitudes qu'il retrouve dans Saint Matthieu. Heureux, 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 heureux. En réalité, c'est de là qu'il a tiré sa conception, qui en fait ont été structurées en pensée politique. Maintenant, quelles sont les possibilités d'application des dites idées pour la reconstruction d'un état de droit post-crise? Parce que nous y sommes, la crise, mais il faut s'en sortir. Et je suis de ceux qui pensent que cette crise-là, elle doit pour nous être une sorte d'épiphénomène. On ne doit pas trop y rester. Bien au contraire, il faut s'y adosser pour pouvoir répondre mais très rapidement. Parce que sans cela, on va revenir à mes images de tout à l'heure, de ceux qui sont là à pleurnicher éternellement. Et donc, c'est pour cette raison que ce soir, je vais beaucoup plus m'appesantir sur les développements des sorties de crise par rapport à cette situation, parce qu'il nous faut nous approprier notre destin et devenir digne de développer notre pays par le travail. Et donc, ça va être la conception ou bien tout le travail de ce soir. Il faut d'abord, aujourd'hui, à chaque centrafricaine et à chaque centrafricain, une forte conscience nationale et une forte volonté politique à tous les niveaux, je dis bien à tous les niveaux, mais en commençant par ceux-là même qui ont aujourd'hui dans leurs mains la responsabilité de porter la résistance africaine, c'est-à-dire le groupe de leadership, le groupe managérial à la tête. Ensuite, nous devons réaffirmer, quoi qu'il advienne, c'est l'exemple de la bouche qui effectivement enveloppe tout, quoi qu'il advienne, en dépit de nos divergences, en dépit de nos diversités. Bien au contraire, justement, nous sommes une sorte de mosaïque de peuples appartenant à diverses régions, de cultures différentes, à diverses ethnies, mais qui fondent effectivement la richesse culturelle de la résistance africaine. Et j'en suis fier. J'en suis fier d'écouter le breton. J'en suis fier d'écouter celui qui vient de Yablangba. J'en suis fier d'écouter le Naoro. J'en suis fier d'écouter tout ce que le Litos peut nous produire, ou encore le Bidigiri peut nous sortir, ou encore le Ali, le Mboum, le Sahara. C'est ça l'identité nationale centrafricaine, constituée d'une mosaïque de peuples, d'une mosaïque de cultures, additionnées les unes aux autres, qui essaie de faire effectivement cette beauté, cette richesse de la puissance africaine, que je dis toujours, une indivisible et éternelle. Oui, elle doit être éternelle. Dans l'histoire des peuples et des États du monde, il y a eu des phases critiques. C'est ça la crise. Parce que la définition triviale, c'est crise égale état de crise, c'est-à-dire état de remise en cause et de prise de conscience. Et ensuite, après avoir affirmé ces principes, il nous faut traduire enfin et dans les faits. Et ça, je nous invite, chacun, dans ses compartiments sociaux et sociétals, sociaux et sociétaux, pour essayer de traduire les 5 verbes, en fait, qui ne sont pas des verbes du message, mais sont des verbes humanistes, pour bâtir à nouveau ce pays tant rêvé par lui. Et en structurant effectivement, quitte à inverser l'ordre de ces 5 verbes. Et hier, je voyais encore les images qui ont été produites par UN Habitants. Et quand j'ai vu le nombre des bâtiments qui ont été détruits, les maisons qui ont été incendiées, les villages qui ont été incendiés, est-ce que, en dehors des questions sécuritaires, à terme, le loger, qui n'a jamais fait l'objet d'une priorité, ne devienne pas effectivement une des priorités essentielles? Mais
Donc, après la traduction dans les faits, un de ces valeurs, parce que vous savez, Boganda, il détestait les oisifs, hein, dans ses discours, c'était le mot qu'il chérissait, oisif. Donc, après cela, je crois qu'il nous faut aujourd'hui avoir les valeurs de l'abnégation, les valeurs de l'intégrité, les valeurs du dévouement à la cause nationale et la bonne mise en œuvre de ces 5 verbes, hein, additionnés les uns aux autres. Nous bâtissions quelque chose de solide et de stable. J'y rêve et j'y crois également. Pour conclure, Barthélémy Boganda reste l'icône de l'unité nationale, la référence d'un leadership rassembleur, et je suis juriste francophone, incarnant la notion du pater familias, le bon père de famille. Parce que le bon père de famille, il sait exactement qu'est-ce qu'il veut pour sa famille, sa progéniture. Et je suis de ceux qui pensent que ces idées sont encore très actuelles. Il avait fixé un cap, il avait tracé une voie, et aujourd'hui, le reste du travail va être fait par vous et moi au service de nos enfants. 56 ans après, son rêve qui peine à se réaliser pourrait le devenir si chaque Centrafricaine, si chaque Centrafricain tire véritablement le leçon de cette longue et profonde crise dans laquelle nous nous trouvons et de laquelle il faut vite en sortir pour pouvoir s'approprier notre destin. Ça n'est pas une fatalité, non. Il faut refuser de croire que c'est une fatalité. Ça nous est arrivé, ça doit nous booster, c'est un mot impropre, mais à agir et agir mieux. D'autres États ont connu pire. Les Centrafricains peuvent et doivent bâtir un nouvel État stable, prospère et ouvert sur le monde. C'est possible, c'est faisable, oui, et nous avons, mais véritablement, tous les outils entre nos mains, à chacune et à chacun de vous, à chacun de nous, de s'en servir pour bâtir à nouveau un pays où il fait bon vivre pour nos enfants. Je vous remercie. Merci beaucoup. Vous avez été ancien ministre et nous aurons plaisir à vous entendre cet après-midi sur des problématiques lors de la table ronde. Mais à présent, je vous propose d'ouvrir le débat sur les thématiques qui ont été abordées dans les 2 dernières interventions, à savoir les fondamentaux de l'héritage de Barthélémy Boganda, ainsi que cette crise des valeurs. Donc je vous demanderai dans vos questions, dans vos interventions, d'être relativement concis, de bien effectivement intervenir sur les thématiques qui ont été abordées et de garder pour cet après-midi, et notamment la table ronde, les solutions futures pour la reconstruction d'un système politique dans la politique africaine, de manière à ce qu'on puisse bien structurer cette journée et qu'on aborde là les 2 points qui ont été évoqués par le Dr Lamessi et le dernier intervenant. Donc si quelqu'un veut intervenir, de bien se présenter et de pouvoir donc, en quelques phrases poser sa question et donc rebondir sur ce qui a été. Je vous remercie une fois de plus. Je suis Gondé Dzenien Godefroy Luther, coordonnateur général du collectif Touche pas à ma constitution, doctorant en sciences politiques. Ma question s'adresse à celui qui m'a donné naissance sur le plan intellectuel et l'ancien ministre, le professeur Ndouban. Il a fait allusion ici à un volet très important. Nous avons pu diagnostiquer la société et il a soulevé un problème de groupe managérial. J'ai eu à pondre un article récemment sur ce qu'on appelle la responsabilité ou le chaos politique centrafricain. À qui la responsabilité? Faut-il continuer dans cet élan avec les indicateurs que nous disposons, c'est-à-dire la vieille classe politique, ou il faut donner naissance à une nouvelle classe politique? Voilà le sens de ma question. On va peut-être prendre d'autres questions, vous répondiez de manière globale. Il y a d'autres personnes dans le public qui peuvent intervenir. Pour précis, concis. Alors,
Bonjour Monsieur Douban. La République centrafricaine est en crise. Alors, après avoir développé les fondamentaux qui ont marqué l'esprit de notre président fondateur, Barthélemy Boganda, comment pouvez-vous faire pour appliquer ces fondamentaux pour juguler la crise que vit la République centrafricaine? Je vous remercie. Ça ne peut pas marcher. Pourquoi je dis ça? Parce que quand j'ai regardé à la conférence Sorbonne à l'université avec les universitaires, cette vidéo de Libéria, nous ne pouvons pas les exclure. Sinon, il n'y aura pas de paix. Et nous devons pardonner. Pardonner, justice. Je pense j'ai que ma contribution à donner à mon frère là. Je n'ai pas de questions à poser. Merci. Bonjour à tout le monde. Je suis M. Mathieu Renado de Montpellier. Je voulais remercier le conférencier et je voulais poser une question. Est-ce qu'on peut poser les deux questions aux deux conférenciers? Voilà, merci. Ma première question, c'était à monsieur le conférencier, docteur Alain Amissi. Il avait dit dans ses interventions que Boganda est mort, Toto laissant tous les chantiers. L'indépendance est arrivée, Toto. Bokassa a pris le pouvoir, Toto. Dako, Toto. Kolumba, Toto. N'était même pas aussi préparé. Et la nation n'était pas encore construite en 1960. Et là, Boganda est mort en 1959. Tout à l'heure, l'ambassadeur il a dit tout ce qu'on fait actuellement, c'est sur les trucs de 1966, les accords de 1960. Voilà. Ma question est celle-ci. Nous qui appartenons parmi ceux de génération 70, on peut partir de génération 70, 80, donc depuis 1959, comme tout n'était pas encore construit, c'est encore Toto. Nous sommes encore de cet accord. Quelle est notre position par rapport à ça? Est-ce que vraiment nous sommes dans un état? Est-ce que tous ceux qui sont nés après 1960, qui n'est pas encore construit, et toutes les générations des gouvernants qui sont venus après, c'est encore Toto, ce n'était pas encore préparé. C'est-à-dire, est-ce que nous sommes encore, nous voyons comment, nous voyons encore, 59 ans ou 60, 59 ans en arrière, parce que rien n'est fait, rien de Boganda, aucune des pensées de Boganda. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, de vos interventions, personne n'a pensé à ça, ni à le développer, ni au cœur des chefs d'État qui l'ont succédé, n'ont réalisé aucune de ces pensées, aucun de ces objectifs. Comment nous positionnons-nous depuis 59 ans? C'est ma question à M. Alain Amissi. Concernant M. Charles Douban, il a dit qu'il ne connaît pas Boganda. Il connaît seulement à travers les instructions civiques. Là, je le félicite. Moi, pareil. C'est-à-dire, depuis ces années, moi, j'ai fait toutes mes études en Centrafrique. Comme beaucoup d'entre nous sont venus en France à travers les études, durant la même chose. Le peu de documents qui nous ont laissés par les Français, c'est eux qui ont fait ce document. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, concernant Boganda, en Centrafrique, moi, ce que je connais, quand je suis conduit en Centrafrique, j'ai passé tous mes adolescents là-bas, à chaque 29 mars, la mort de Barthélemy Boganda, qu'est-ce qu'on organise en Centrafrique? Un match de football à l'estade Barthélemy Boganda, il y a une coupe.
C'est-à-dire, est-ce que personne n'a pensé à développer comme aujourd'hui, pour moi, j'ai connu certains mots de Boganda, certaines pensées de Boganda, quand je suis en France, quand j'ai fait certaines de mes recherches, exactement comme M. Douban, quand il est devenu accéder au grand poste, il a connu certaines choses. Est-ce que nos hommes politiques, est-ce que nos intellectuels, ils ont pensé à ces relais-là? Est-ce que la pensée de ce M. Boganda, aujourd'hui, qui nous rassemble ici, est-ce qu'on a pensé à développer nos enfants? Déjà, nous, c'est mort. Est-ce qu'on a beaucoup de scientifiques, à chaque fois quand on parle des centrafricains qui sont dans des institutions, ce sont des docteurs, ce sont de ceci, ce sont de cela, mais il n'y a aucun document qu'ils ont laissé à nous et aussi à nos enfants qui nous suivent. Je vous remercie. On va peut-être répondre dans un premier temps, on redonnera la parole à la conférencier de répondre. Bon, j'ai la chance de n'avoir qu'une seule question et je peux y répondre très rapidement. C'est Nadou dont je connais le père, hein, qui a posé la question de savoir, puisque tout est trop, finalement, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je pense qu'il faut être honnête et se dire que notre pays, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un prématuré, hein, il a des handicaps. Mais je pourrais même dire autre chose. C'est comme un pays, c'est comme un homme qui est né mais qui n'a pas grandi. C'est-à-dire que nous sommes véritablement un pays, puisque nous sommes là. Nous sommes reconnus à l'ONU, nous avons des ambassadeurs chez nous, nous avons aussi des ambassadeurs dans d'autres pays. Nous sommes un État, c'est clair, juridiquement ça existe. Mais en fait, nous souffrons de plusieurs maux, dont le manque, le déficit de leadership. Ça, c'est criant, c'est criant. Je connais des gens qui sont, lorsqu'ils sont nommés ministres, leur première ambition, c'est de voir combien ils vont voler, combien ils vont avoir, combien de maisons ils vont construire, combien de femmes ils vont avoir. Ça, c'est la triste réalité. Donc, il y a un déficit de liberté. Et je me dis que c'est une chance, la crise que nous vivons. Mais encore, de cette crise, est-ce qu'un autre monstre ne va pas sortir? Toute la question est là. C'est à nous de nous organiser pour pouvoir mettre sur pied une nouvelle approche politique avec de nouveaux hommes, mais sans nous jeter à la poubelle, nous autres, de notre génération. Merci. Merci, M. Douban. L'ancienne liane se tisse, ou bien la nouvelle liane se tisse sur l'ancienne. Vous avez compris ce que je voulais dire. Voilà. Donc, ne me demandez pas de rompre entre une génération qui a fait ce qu'elle pouvait avec ses forces et ses limites, et cette jeunesse, justement, on nous taxe toujours le type de jeunes lourds aux dents longues, mais parfois qui manque d'expérience parce que dans nos précipitations, on veut tout avoir et tout de suite. C'est possible et c'est bien. J'aime bien cette ambition. Mais en même temps, fixons des caps, organisons-nous autour de cette volonté, cherchons les moyens, mettons en place la structure pour pouvoir atteindre ces objectifs. En évaluant, on aura les résultats. Il n'y a rien à faire. Je suis de ceux qui pensent que la République centrafricaine, effectivement, comme l'a si bien rappelé le professeur Al-Lamessi, l'étudiant a dépassé son enseignant, et j'en suis fier. Mais aujourd'hui, à mon sens, devrait retrouver, au regard de la crise, en tirant toutes les leçons, pour pouvoir se projeter dans l'avenir. Les gens arrivent chez nous par accident et pas par accident. Ça a été rappelé. Sans préparation aucune, sans vision, on ne sait pas d'où on vient, où on va, avec quels moyens, pour quel objectif. Sans réduction de compte, sans évaluation, et vous demandez un résultat, ben, il est là. C'est pour cette raison que la crise doit être pour nous un tremplin pour nous approprier notre destin
pour nous fixer un autre cap et un autre type managérial avec des gens qui connaissent les outils du monde de notre temps pour pouvoir enfin demander et obtenir notre place dans le concert de nations. C'est possible et c'est faisable. Vous m'avez compris. Vous me direz que c'est un peu la langue de bois. Oui, c'est le diplomate aussi. Oui, vous avez été très diplomate. Hein, et pour moi, mais je vous ai demandé pour parler comme Morin, mais prenez le pouvoir. Donc, saisissez l'opportunité pour prendre en main votre destin. Et cela ne peut se faire que justement dans la conjugaison des efforts des uns des autres autour, pas d'hommes providentiels, il n'y en a pas, c'est pas vrai. Oui, il y a dans la vie des rencontres fortuites entre un homme et une histoire. Et ces hommes, c'est le cas du général de Gaulle, le cas de Barthélemy Boganda, et ces hommes, vous les avez dans chaque pays une fois tous les siècles. Mais vous pouvez construire également vos hommes, mais d'abord, je crois qu'il faudrait mettre l'accent sur la vision. Quand vous avez une vision claire, qui est portée par le grand nombre, certainement vous trouverez à l'intérieur des porteurs pour pouvoir le faire. Vous savez pourquoi je le dis? C'est vrai, Jésus n'a pas écrit, mais il a parlé, les autres l'ont fait, mais qu'on soit de n'importe quelle dénomination, on a tous en partage ces valeurs incarnées dans le livre saint. Et donc, ça n'est plus une question d'homme, puisque nous partageons les mêmes idées. C'est ça, Boganda. Pourquoi on reprend cette antienne des 5 verbes? Parce qu'il avait vu. Pourquoi on parle de dignité, unité, dignité, travail? Parce qu'il avait vu. Et donc, pour moi, je crois qu'aujourd'hui est venu le moment de vous approprier votre destin et vous ouvrir les opportunités avec les hommes du moment pour fixer un autre cap. Je suis toujours peiné d'écouter qu'il faut rompre avec Paris, il faut rompre avec Washington, il faut rompre avec ceci. C'est vrai. Mais en même temps, nous sommes en 2014. Je parlais tout à l'heure d'outils qu'il faut s'approprier en 2014 pour pouvoir fonctionner dans un monde globalisé, dans un monde international, dans une communauté internationale où notre pays, la République centrafricaine, a toute sa place. À sa place, à toute sa place. C'est au nom de cela qu'en ce moment, vous avez tout ce monde au chevet de la République centrafricaine. Oui, c'est au nom de cela parce que si nous étions une sorte de man's land à la Robinson Crusoe, personne ne viendrait chez nous. On ne vient pas uniquement à cause de nos mines, à cause de notre terre, à cause de notre eau. Parce que nous aussi, nous faisons partie d'une communauté de destin dans un monde globalisé. Il faut le reconnaître. C'est important. Maintenant, à l'intérieur de cette grande famille, chacun apporte avec intelligence ce qu'elle a à donner et ce qu'elle a à recevoir. C'est pour cette raison, quand vous avez des gens qui conceptualisent, qui pensent un pays en tenant compte des outils de notre temps, naturellement, il n'y a pas de problème. C'est une question d'intelligence. Aujourd'hui, notre pays est sous curatelle. Ce n'est pas sous la tutelle, c'est une curatelle. Et c'est ce qui va se passer. Malheureusement. Parce qu'on continue à nous faire croire pour ne pas aller à la tutelle, donc rompre. Mais on nous dit curatelle parce que vous êtes majeur, mais on va vous accompagner. Et donc ça, justement, en majeur, on aurait pu saisir aussi l'occasion pour nous intégrer dans le dispositif international et exister et nous approprier notre destin. Donc voilà, chers compatriotes, sans langue de bois, mais tout autant aussi en restant, vous savez, je suis très modéré sur ce genre de vue. Je préfère qu'on s'asseye sur nos forces en tenant compte de nos limites pour pouvoir avancer et de cette manière, avec tout le monde et chacun à sa place pour rebâtir une nouvelle République centrafricaine. Je suis de ceux qui pensent à ça, qui croient, mais Dieu comme faire, et ça se fera avec vous pour vos enfants. Parce que vous vouliez que je réponde à chacun? Non, je crois que c'est global. Monsieur l'ambassadeur, vous vouliez intervenir ou un peu après. Alors, on clôture pour ce matin. Peut-être quelques mots de conclusion. Ou aussi, monsieur Thomas, vous souhaitez dire un petit mot?
afin de conclure et de reprendre donc le suite des conférences cet après-midi. Juste quelques mots de conclusion, parce qu'il y a encore beaucoup d'échanges qui vont avoir lieu cet après-midi. Et puis le timing, en fait, nous a dépassé, non? Juste pour revenir sur les deux interventions très riches et puis sur les débats qui ont suivi, en fait, ce qu'on retient vraiment, c'est déjà toute la complexité de l'histoire qui a été évoquée, notamment sur l'après Boulogne. Ce qu'on retient, c'est aussi justement un certain nombre de valeurs et de principes. C'est ce qui était le but de cette matinée, sur lesquels s'appuyer notamment pour penser à une communauté et un nouveau destin. Il y a déjà, même si on n'était pas vraiment justement dans cet objectif, il y a déjà des solutions qui ont été évoquées justement sur ce nom peut-être un peu trop lourd à porter, peut-être qu'il faudrait réfléchir à d'autres choses. On a vu aussi toute la difficulté justement avec les générations passées qui ont été à la fois un peu dénoncées, mais en même temps qu'il faut justement réhabiliter, et on voit bien toute cette difficulté de construire ensemble un avenir. Donc voilà cette dimension qui est revenue plusieurs fois. Donc voilà, il faut aussi pardonner justement à certains gouvernants, et pardonner sur certaines périodes, sur certains épisodes. Et puis aussi, ce qui a été aussi mis en avant, c'est le fait de ne pas penser le cas de manière trop isolée, justement l'intégrer dans un monde plus globalisé, bien peser justement toutes les relations qu'on retrouve notamment entre la République centrafricaine et la France, mais également d'autres pays, et donc construire en fait une communauté de destin dans un monde globalisé. Donc il y a encore pas mal d'éléments qui vont être évoqués cet après-midi, beaucoup de débats, et puis je pense qu'on va arriver cette fois vers davantage de solutions peut-être un peu plus complexes. Merci en tout cas pour les échanges de ce matin. Et je rappelle que M. Douban est à la une d'Opinion Internationale, donc vous pouvez le suivre. Il a dit un peu la même chose qu'il a dit ce matin sur Opinion Internationale. Il y a un très bon article de lui. Donc c'est la pause. Nous nous retrouvons après le déjeuner pour la poursuite de la conférence. Merci. Ouais, en fait. Ça va?